Vous êtes-vous déjà demandé ce qui définit un véritable leader ? Est-il possible d'allier succès financier et impact sociétal positif ? Je suis Ambeline Becker et c'est à ces questions que nous répondrons ensemble dans Vérité, le podcast où l'entrepreneuriat rencontre la transformation personnelle. Chaque épisode est un pas de plus vers votre transformation intérieure. Une chance d'harmoniser votre ambition et votre authenticité. Si vous aussi, vous êtes leader, visionnaire, artisan du changement, si vous ne faites pas qu'entreprendre, vous avez conscience d'avoir emprunté un chemin où leadership rime avec conscience, transformation et intégrité. Alors Vérité est fait pour vous. Ce podcast est votre passerelle vers votre prochain niveau de leadership éclairé. Alors, êtes-vous prêts ? Bonjour Annabelle, bienvenue dans le podcast Vérité. Bonjour Ambeline, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Alors Annabelle, je t'ai invitée dans le podcast Vérité, je te remercie d'avoir accepté parce que tu as un profil atypique, multipotentiel que je trouve très inspirant et tu es une femme engagée notamment avec l'association Hope que tu as créée en 2017 et qui soutient les femmes dans leur retour à l'emploi après un cancer et notamment par l'accompagnement et le soutien des chevaux. C'est exact. Alors pour que les auditeurs te connaissent, je vais d'abord te demander de nous décrire où est-ce que tu te situes avant que j'en dise un peu plus sur ton parcours. Est-ce que tu pourrais nous décrire ton environnement ? Alors, mon environnement, j'ai mes chevaux à ma droite, mes livres derrière moi et je suis chez Hope, donc qui est le siège de l'association et qui est sur le lieu de mes écuries. Des écuries que j'ai construites qui étaient vraiment, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais un rêve de petite fille, puisque j'habitais en haut de ce petit village de Saint-Sergue et je rejoignais ma meilleure amie qui avait un poney en haut du village aussi. On se rejoignait et on passait devant ce château qui s'appelait les écuries du château de Nédan à Saint-Sergue. Et je lui disais, on avait 11 ans, 12 ans, et je lui disais, oh là là, c'est rêve d'habiter ici, c'est mon rêve d'habiter. Et c'est là que tu habites. C'est là que tu as créé l'association. Et c'est là que j'ai créé l'association, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est revenu habiter. Maintenant, j'habite à Genève, mais on est revenu habiter il y a 20 ans avec mon mari dans le lieu où j'ai vécu petite. Et ce château était à racheter. On a rénové le château, on a créé des écuries. Mais pour la petite histoire, c'est pour ça que c'est symbolique et c'est une bonne question. Parce que on a eu plein de difficultés pour construire ces écuries qui sont aujourd'hui le siège de Hope. Mais au moment où on a obtenu tous les permis de construire, je suis tombée malade. Donc ça a vraiment du sens aujourd'hui, dans le sens où mon rêve de petite fille aujourd'hui, c'est le siège de ce qui est ma vie. Hope, je vis. Hope, je dors. Hope, je mange. Hope. Hope, c'est ma vie. Donc, peut-être un peu trop pour mes proches, voilà, mais voilà mon environnement. Et Hope, c'est la vie, en fait, pas que la tienne, en fait. Ouais, je pense qu'effectivement, c'est la vie. En tout cas, c'est l'impulsion qu'on essaye de donner. C'est l'impulsion que je me suis donnée, parce que se retrouver à 44 ans, maman de 4 enfants, dans la petite dernière à 7 ans et l'aînée 14 avec un cancer du sang, et puis 2 autres qui suivent derrière, puis une mutation génétique pas facile à admettre non plus. Je me suis dit voilà, je vais pas me laisser abattre, et je me suis rendu compte finalement qu'au contact de mes chevaux, ça me donnait une énergie de dingue et que j'oubliais la maladie. Et donc j'ai voulu partager ça avec d'autres femmes. Donc c'est comme ça que j'ai créé l'association en 2014. En 2017, pardon. En 2017, j'ai laissé passer 3 ans parce qu'il faut aussi. Après mon premier cancer, j'ai été juste boulimique de la vie. J'arrêtais pas jusqu'à ce que je me dise finalement les chevaux m'aident vraiment. Pourquoi on montrait pas cette association avec Nicolas Chopin pour aider les femmes et les accompagner à travers la maladie. Voilà. Donc, t'as été diagnostiquée d'un cancer en 2014. Ouais. Et Hope a été créée en 2017. C'est ça. Ouais. Donc aujourd'hui, Hope
Donc ça existe depuis 5 ans. C'est 7 antennes en France et une fondation en Suisse, parce que Saint-Cergue, pour les personnes qui connaissent pas, c'est à la frontière franco-suisse. Et ouais, exactement. Là, quand je monte à cheval dans les bois, je passe dans les bois suisses. Donc c'est vraiment, je suis à 800 mètres de la frontière. Et c'est, pour situer, c'est entre Annemasse et Thonon. Donc ici, Saint-Cergue, c'est vraiment le siège de l'association. C'est là où on organise tous les séjours. Et les autres antennes en France, on propose des journées découvertes et des après-midi de suivi. Et tous ces stages, évidemment, sont bien sûr gratuits pour toutes les femmes. Et c'est important de le préciser, c'est quel que soit le type de cancer, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont frappé à la porte de Hope et qui se sont dit enfin une association qui m'ouvre ses portes, parce que très souvent les associations, c'est cancer du sein, cancer du sein, cancer du sein. Et donc, on accepte les femmes, alors que les femmes, peut-être que ce sera une question qui viendra plus tard, mais que les femmes, quel que soit le type de cancer et à n'importe quel stade de la maladie. Parce qu'au départ, on s'était dit qu'on allait aider les femmes après le diagnostic et après les traitements, enfin surtout après les traitements, parce que c'était là, à ce moment-là, qu'intervenait la dépression. Et en fait, comme on a eu des demandes de femmes qui venaient d'apprendre la maladie et qu'elles étaient complètement perdues, désorientées, elles avaient besoin tout de suite d'un soutien avant de savoir finalement à quelle sauce elles allaient être mangées, radiothérapie, traitement, chirurgie, etc. Et on s'est rendu compte que mélanger des femmes qui avaient terminé les traitements et d'autres qui venaient d'apprendre la maladie au moment où elles se disaient c'est là que j'en ai le plus besoin, bah c'était vraiment là où on était le plus fort et le plus où on avait vraiment une action, une réelle action. Et on a pu le mesurer d'ailleurs parce que cette année on a mené une étude d'impact, voilà, et on a une étude d'impact qui montre que 40% des femmes après un passage chez Hope reprennent le travail, 65% refont des projets. Notre score NPS est le plus élevé que l'Institut Kimso qui a réalisé l'étude connaissent depuis 10 ans. Et puis un taux de satisfaction de 97%. Donc on sait que voilà, il y a pas que l'équithérapie, il y a tout ce qu'on propose chez Hope. C'est-à-dire que c'est une communauté aussi. Ouais, c'est une communauté, une sororité. En fait, je crois que chez Hope, peut-être que notre point fort, c'est que tout est possible. Alors les filles m'appellent un peu la folle parce qu'elles se disent oh là là, quelle idée elle va encore nous sortir. là tu vois, après le gala de cette année qui avait lieu en octobre, ma fille m'a dit je crois que t'arrêtais maman le gala. Je dis non mais là je peux pas. Alors elle me dit mais tu fais quoi l'année prochaine? Ah mais je crois que peut-être je vais le faire dans un cirque, je vais faire monter un cheval. Bon, voilà, je suis comme ça. C'est ce qui m'a aidée dans la maladie de dingue, c'est d'avoir des projets en permanence et d'avancer et de vivre avec des projets et de se dire que ces projets, de toute façon, je vais les réaliser. Et c'est ça, et je crois que c'est ça qui est possible chez Hope aussi, c'est de se dire, voilà, on mélange plein de choses, on mélange l'équithérapie, on mélange le chant, la danse, la peinture, mais que surtout tout est possible. Voilà. Et ça fait partie d'ailleurs des messages que tu voulais faire passer dans ce podcast. Donc tu disais 7 antennes en France, une fondation en Suisse. Vous avez suivi 500 femmes depuis le début de l'association et effectivement, ce sont des stages et des séjours entièrement gratuits pour les femmes qui sont accompagnées, pour les bénéficiaires en fait de vos accompagnements. Donc, il y a des galas, il y a des fonds à aller récolter, il y a la comédie musicale aussi que vous avez créée, qui a été pour la première fois joué au ministère de la Santé. Exact. Ouais. Alors, il y a l'exposition Cicatrices. Il y a eu beaucoup entre la première fois où on s'est parlé et aujourd'hui, je sais qu'il y a eu beaucoup de deadlines importantes pour toi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on s'était dit qu'on mettait le podcast en novembre parce que quand je me suis dit, ah, mais c'est pas possible, quoi. J'ai Octobre Rose, j'ai le ministère de la Santé, j'ai le gala. Je pense que je ne vais pas y arriver. Et effectivement, tu vois, après le gala de l'année dernière, c'était rigolo parce que j'ai rencontré une ancienne ministre de la Santé, Nora Berra, et elle me dit, bah voilà, est-ce que tu peux nous aider pour l'association? Elle me dit, bah oui, je peux vous aider. Comment je peux t'aider? Je dis, bah on pourrait par exemple mettre l'expo Cicatrices. Donc l'exposition Cicatrices, c'est une expo qu'on a montée juste avant le Covid. C'est une exposition, pareil, c'est sorti de ma tête un jour. Je me suis réveillée en me disant, en fait, on est belle avec nos cicatrices. Ça va plaire à Audrey Bouillet, mon invité. 20e épisode du podcast. Je sais pas si tu l'as écouté. Ouais, qui a créé Wounded Woman. Je pense qu'il faudrait que je vous mette en contact toutes les deux.
Avec qui a créé de la lingerie innovante post-opératoire. Ah, génial. Génial. Et donc, tu vois, je me disais, alors bon, cette foutue prothèse, en l'occurrence, je l'enlève d'ici un mois, mais je disais aux filles, finalement, on est belles quand même avec nos cicatrices. Et j'avais pris un petit groupe de femmes en disant, on va essayer de se dénuder, de montrer qu'avec nos cicatrices, on est belles avec les chevaux. Et en fait, l'expo, finalement, elle s'est faite avec 33 femmes, je crois, puisqu'on a 33 portraits. Et elle permet, il y a aussi des témoignages où les femmes racontent le parcours de la maladie. Elle permet, quand tu vas à cette expo, de démystifier la maladie, de deux, de voir que ça ne touche pas que des femmes âgées, mais des femmes de tous les âges, de voir qu'on peut quand même être belle et dépasser la maladie à travers ces photos, et de parler et d'ouvrir le débat sur le dépistage et la prévention. Et ça, donc, à l'époque où je rencontre Nora Béra, je dis, on pourrait exposer l'expo cicatrice au ministère, ce qu'on a fait cette année, et je lui dis, on pourrait jouer la comédie musicale Hope. Elle me dit, ah, t'as une comédie musicale? Et je dis, non, mais je vais l'écrire. Et en fait, j'ai vendu la comédie musicale au ministère de la Santé. Avant de l'avoir créée. Alors, j'avais déjà dans la tête, parce que j'avais écrit un livre, quand à l'époque où j'ai eu mon cancer, je me suis retrouvée 1 semaine à l'hôpital et je me suis tellement emmerdée que il fallait que j'écrive quelque chose. Donc, j'avais déjà plein de choses. Et puis après, je l'ai écrit en fonction. Donc, j'ai raconté dans cette comédie musicale mon parcours de patiente, avec le rapport avec les médecins, avec mon entourage, etc. Avec les hommes aussi beaucoup. Et puis, après, je me suis inspirée de plein de témoignages des femmes. Et puis, on avait aussi Mélanie Bajot qui a rejoint l'association il y a 4 ans, qui avait écrit beaucoup de chansons dans des ateliers d'écriture. Donc, on avait déjà énormément de matière. Et donc, quand j'ai rencontré Guy Labraoudé, metteur en scène, qui m'a dit, moi, si tu me demandes de faire la mise en scène, je sors du bois parce que j'ai jamais dit que j'avais un cancer du sein non plus. Et qu'elle m'a dit banco. Voilà. On a monté le spectacle avec 25 femmes sur scène en 6 mois. Wow. 8 mois, écriture comprise. Donc, on s'est vu avec Guy là en décembre. En février, j'ai commencé à écrire. En janvier, c'était écrit. En février, il y avait toutes les femmes. On a vu Guy là 4 fois. Et ensuite, on s'est retrouvés au ministère de la Santé. Donc, c'était un truc de fou. Et franchement, c'était magique parce que il y avait Madame Agnès Firmin-Levaudot, donc du cabinet du ministre, qui est venue voir le spectacle le midi et le soir, alors qu'elle n'était pas censée revenir le soir. On a vu des gens pleurer dans la salle. Rire aussi, et c'était vraiment super touchant. Et je pense qu'on a vraiment ému les gens avec ce spectacle. Et donc c'est un spectacle qu'on doit aujourd'hui tourner parce qu'il a une vocation sociale. Il doit donner de l'espoir, dire qu'il y a une vie après le cancer. Et puis pour nous toutes, c'est une aide. Tu vois, on a une amie qui nous avait dit qu'on enterre malheureusement vendredi, qui est décédée en tout temps, qui nous avait dit au mois de février. Elle s'appelle Lisa. Est-ce que je peux répéter le spectacle avec vous, mais peut-être que je serai plus là au mois d'octobre quand on va le jouer. Et voilà, Lisa a disparu. Elle a pas pu faire. Elle a fait toutes les répétitions, mais elle a pas pu jouer le spectacle. Donc demain soir, on va jouer en son honneur. On va chanter lors de sa sépulture, mais ça l'a fait tenir. Elle a tenu. Oui, ça l'a accompagnée. C'est ce qui nous aide aussi toutes. Tu vois, c'est que à travers tous nos contrôles, à travers tout, parce que on apprend à vivre avec le cancer. Tu apprends à vivre avec, mais n'empêche que tous les 6 mois, tous les ans, t'as tes contrôles, tu te reprends une claque dans la figure parce que le moindre petit bobo, la moindre petite douleur te rappelle que tout peut rebasculer du jour au lendemain. Voilà. Donc, Hope, c'est tout ça, c'est des groupes WhatsApp où dès qu'il y en a une qui flanche, on s'envoie des petits messages, se soutenir. Donc ouais, c'est vrai. Je crois que tu as trouvé le mot juste. C'est une communauté, quoi. C'est une communauté avec 1000 projets. Alors, moi, j'ai une pensée en arborescence. Donc là, quand je t'entends, il y a 10 000 idées qui arrivent, 10 000 sujets à aborder avec toi. J'aimerais quand même dire que avant Hope, t'étais journaliste. Ouais. T'as été journaliste pendant 15 ans.
Tu es artiste aussi, donc on voit avec cette comédie musicale, mais tu es aussi artiste peintre, enfin tu as fait des expositions, etc. Donc tu as aussi cette fibre artistique et puis bien évidemment les chevaux, ta vie à la campagne dans ton enfance, ta rencontre avec les chevaux et ces chevaux qui sont là depuis toujours finalement à tes côtés. Mon fil rouge. Ton fil rouge. Et par rapport à ce message que tu voulais passer que tout est possible lorsqu'on le veut vraiment, je pense que la grande force que tu as, c'est effectivement d'avoir trouvé ce pourquoi et que tous tes projets servent le même pourquoi. Ouais, alors tu vois, je me dis, pour moi, il n'y a pas de hasard déjà dans la vie. Je ne sais pas pourquoi. Quand je crois qu'à peine je suis sortie du ventre de ma maman, j'ai dit cheval. Ça devait être mon premier mot prononcé. Pourquoi j'ai été attirée vers cet animal qui ne te juge pas, mais qui peut t'accompagner dans ton quotidien et être ton partenaire de vie. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tout m'a mené à ça? J'en sais rien. J'arrive pas, mais j'ai comme le sentiment que toutes les rencontres que j'ai fait dans ma vie, que tous mes chemins de vie, que ce soit mon passage par le journalisme, j'ai commencé donc le cheval a jamais quitté ma vie. Hein, mes parents ont accepté que je monte à cheval à l'âge de 9 ans, mais on n'avait pas de gros moyens, donc je me débrouillais pour aller voir les paysans du coin et pour qu'ils me prêtent leur poney. À 11 ans, j'avais monté un mini poney club, la fille complètement inconsciente, je faisais payer mes copines 5 francs de l'époque pour nourrir les poneys qui ne m'appartenaient pas dans des prés qui ne m'appartenaient pas. Donc j'avais déjà... D'ailleurs, ça fait partie des citations que j'ai notées. Et tu me disais, à 11 ans, déjà, j'allais déjà demander de l'aide pour récolter de l'argent pour réaliser mes projets. C'est vrai. Ça incroyable. Oui, non, j'étais même capable. Des fois, je montais, mes parents habitaient en bas d'un chemin, je montais en haut de la route, je ramassais des cailloux soi-disant précieux, je ramassais des pruneaux, des cerises et je les vendais. Je ne sais pas pourquoi. J'avais déjà le sens du business je pense que j'avais déjà le sens du business, mais toujours pour servir quelque chose. Dans l'idée, c'était pour nourrir mes chevaux, pour acheter des équipements à mes chevaux, à ces chevaux qui ne m'appartenaient pas. Donc ça a toujours été dans ce sens-là. Après, j'ai fait une école de théâtre, puis je me suis dit voilà, mais je vais ramer dans ce milieu. Et j'ai décidé de bifurquer. J'ai fait une école de communication. En école de communication, je suis devenue stagiaire auprès de Frédéric Lopez. Je suis rentrée par les fenêtres parce qu'il prenait pas de stagiaire et je me suis débrouillée absolument pour rentrer par la fenêtre et devenir sa stagiaire. Frédéric m'a mis le pied à l'étrier du journaliste que j'ai exercé pendant 15 ans jusqu'à mes 2 premiers enfants, puis après j'en ai eu 4, plus un avortement thérapeutique qui a fait que je me suis dit, bon, peut-être qu'il faut que je mette le haut là et que je me stoppe un peu. Mais j'ai eu l'impression que finalement, toutes les personnes que j'ai rencontrées, parce qu'aujourd'hui, Hope a bientôt 7 ans. Donc, bon, t'as dit ça comme, c'est vrai qu'on va fêter nos 7 ans au mois d'avril. Hope a bientôt 7 ans. Aujourd'hui, tous les contacts que j'ai eus, que ce soit dans le journalisme, que ce soit dans le milieu de l'entreprise, que ce soit par la société que mon mari a montée, aujourd'hui, tout ça et toute la fougue que j'ai eue dans tout ce que j'avais envie de faire, je le mets au service de l'association. Et j'aurais pas pu monter cette association si je savais pas faire tout ça. Je l'avais pas, je l'ai appris sur le terrain parce que j'ai pas fait d'école pour ça. Mais au final, c'est un apprentissage que j'ai eu tout au long de ma vie. Et qu'aujourd'hui je mets au service de Hope. Parce que quand j'ai créé Hope, j'ai dû presque tout apprendre, mais j'avais déjà presque tout ça en moi, en fait. Au fond de moi, je savais tout faire. Que ce soit l'écriture d'une pièce de théâtre, à aller chercher de l'argent, à rencontrer des gens, à fédérer, tout ça, je l'avais appris dans ma vie précédente. Moi, j'ai eu l'impression que j'ai eu 1000 vies, en fait. Tu vois? J'ai eu ce qui a l'air le cas de l'extérieur aussi, hein. Oui, c'est ça. J'ai eu ma vie de petite paysanne, puis j'ai eu ma vie de pseudo-comédienne, puis j'ai eu ma vie de journaliste, puis j'ai eu ma vie de maman et d'artiste peintre, puis j'ai eu ma vie de directrice et cofondatrice de Hope. Ouais, voilà. J'ai eu 1000 vies.
Alors, Mais j'étais en train d'essayer de me remémorer comment m'appelaient les journalistes. Il y a un journaliste qui m'a appelé un jour la tornade blanche. Oui, puis tu m'avais dit Madame 1000 volts aussi. Madame 100 000 volts. c'est vrai. 100 000 volts, tu m'as dit. Alors, t'as vu? Je sais pas si t'as vu, mais j'essaye de parler doucement. Parce que d'habitude, des fois, quand je réécoute des bouts de podcast, je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que je suis speed. Donc, je m'efforce aujourd'hui de prendre le temps de parler avec toi. Voilà. Alors, les thèmes que j'avais envie d'aborder avec toi et qu'on avait un petit peu évoqués ensemble, on va voir dans quel ordre ça vient, etc. Enfin, moi, j'aime bien aussi laisser le spontané dans ces épisodes. Mais il y a évidemment tous les sujets autour de gérer et faire grandir une association, trouver des fonds pour servir ce pourquoi et cette mission sociale et sociétale. Trouver un équilibre entre le donner et le recevoir en tant que dirigeante d'association, comment concilier ton intégrité et la croissance de l'association, et puis toutes ces femmes aussi qui en bénéficient. Le besoin de développer ton leadership, ta posture par la résilience et le courage, comme tu m'avais exprimé. J'avais noté quelques citations, donc celle à 11 ans où tu dis déjà à 11 ans j'allais demander de l'aide, j'allais récolter de l'argent parce que j'avais des projets à réaliser et à financer. Tu nous as dit j'avais le rêve de monter des écuries, le cancer m'a stoppé, mais n'empêche que t'as réalisé ce rêve. Ouais. Dans le lieu en plus dont tu rêvais, et tu disais j'ai guéri avec l'aide des chevaux et ma mission est devenue évidente. Et finalement, cette mission, elle a toujours été là. Et tout mon parcours m'a amené à Hope, même celui de mon mari, comme tu viens aussi de nous le rappeler. Mais tu m'avais dit aussi quelque chose qui m'avait interpellée et en même temps qui ne m'étonne pas, c'est parfois j'ai l'impression de me prostituer. Parce que il faut toujours aller chercher des fonds, aller réclamer, aller demander, même si la mission et le pourquoi on va chercher de l'argent semble évident, semble d'un intérêt sociétal, mais il faut quand même toujours aller réclamer. Donc là, tu sors du deuxième gala que vous avez organisé. Ouais. Je crois que vous avez récolté pas loin de 300 000. 300 000 euros, ce qui est plus qu'au gala précédent. Ouais. L'année dernière, on avait levé 250 et là, on est à 320 000 une fois qu'on aura fait. Alors après, il faut déduire les coûts du gala, etc. Mais on a fait pas loin de 100 000 euros de plus, ouais. Ce qui est extraordinaire. Ouais. Ce qui est extraordinaire et c'était un vrai challenge, hein, parce qu'effectivement, oui, comme je t'ai dit, des moments j'ai l'impression de me prostituer et des fois je dis à mon mari, mais pourquoi tu me donnes pas directement en tant qu'entrepreneur, tu peux. Il me dit oui, je pourrais te donner comme ça de l'argent. Bon, alors aujourd'hui, on a un budget de fonctionnement qui est aux alentours, je pense qu'il va encore un peu augmenter avec la comédie musicale, mais de 450 000 euros par an quand même. Ok. Donc là, jusqu'à maintenant, on avait une salariée. Là, on a une salariée qui a démarré hier, qui va prendre une partie de mon job dans lequel je me prostituais, c'était récolter des fonds. Ok. Et puis Emeline aussi qui va gérer la maison. Donc ça, on y reviendra peut-être après. Mais effectivement, même si tu sais que tout le monde est touché par la maladie, que tout le monde est concerné, qu'effectivement c'est un sujet de société, c'est difficile d'aller demander de l'argent. Et tu vois, je pensais que par exemple pendant le gala, il y a 2-3 personnes qui m'ont aidé à vendre des tables. Et il y a des copains que j'ai fait appeler par d'autres personnes et qui m'ont dit « Ouais, c'est même plus toi qui nous appelles. » Je dis « Oui, mais c'est horrible parce qu'en même temps, quand je vous vois à des moments, je vous parle de ça et je trouve ça terrible parce que je sais que vous pouvez m'aider, mais j'ai pas envie de parler de ça avec vous. Et en même temps, j'ai besoin de vous. » Donc, je trouve que j'ai discuté avec beaucoup de présidentes d'asso aussi ou directrices d'asso. Je trouve que même si ce qu'on fait est reconnu, et aujourd'hui on le sait puisqu'on a une étude d'impact, il y a même eu une étude clinique, aller chercher de l'argent, c'est la chose la plus difficile qui soit. Je trouve que animer des stages, trouver des partenariats,
créer des projets, c'est chronophage, il y a de l'adrénaline et c'est passionnant. Aller chercher de l'argent, je trouve que c'est un vrai job. Aline qui va intégrer l'association, j'ai l'impression elle a déjà fait ça, elle a vraiment la niaque pour ça. Je trouve ça extrêmement difficile parce que c'est pas évident de demander et parce que c'est pas tellement non plus dans la culture française. Je trouve que par exemple quand tu es aux US ou au Canada, c'est quelque chose qui est beaucoup plus naturel chez eux, même s'ils sont moins défiscalisés, c'est quelque chose qui est dans leur culture. Et donc, c'est un peu la honte en France encore de demander de l'argent. Donc, quand tu le fais, même si la cause est juste et si la cause a du sens, ça reste quelque chose de difficile. Et moi, j'avoue que ça fait 7 ans que je fais ça. Au mois de février. Alors, est-ce que ça serait pas, parce qu'il y a un côté effectivement humiliant d'aller demander de l'argent, mais est-ce que ça serait pas aussi parce que c'est ton bébé? Peut-être que pour Aline, par exemple, il y aura pas du tout ce côté humiliant. Peut-être que ça sera plus facile pour elle parce que finalement, c'est pas son association. Peut-être qu'il y aura du détachement et de la distance par rapport à ça et que moi, je le vois comme quelque chose de... Moi, je le vois comme quelque chose de vital parce que des moments, je regarde le compte en banque et je me dis, oh là là, mais j'ai mes salariés à payer, j'ai les stagiaires, j'ai les stages, c'est et du coup, là, je suis vraiment du coup dans la tête d'un entrepreneur. Et en plus, quand tu sais que je suis un panier percé, moi, heureusement que c'est pas moi qui gère les comptes de l'association, sinon ça serait une catastrophe. Et qu'aujourd'hui, on a un conseil d'administration carré pour vraiment voir tout ça. Mais ouais, t'as raison. Peut-être que c'est parce que j'ai pas de distance, mais en même temps, il faut bien que quelqu'un le fasse. Et en même temps, comme me dit mon mari, je suis aussi une des premières à pouvoir le faire, puisque je suis la preuve que le cancer peut se dépasser, que 2, les chevaux aident dans le processus de guérison mentale et physique. Donc voilà. Mais je trouve qu'un des messages forts que j'aimerais faire passer, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas assez soutenu par l'État en tant qu'association. Parce qu'en tant qu'association, on fait des choses vraiment, et pas que beaucoup d'associations aident dans le parcours de soins, quelles que soient les maladies, il n'y a pas que le cancer, mais dans le parcours de soins, et on n'est pas suffisamment aidé. Vraiment, parce qu'il y a de l'argent public, il y en a. Mais nous, il y a des femmes qui ont dit, vos stages devraient être remboursés parce que c'est comme si on avait fait 10 ans de thérapie. Tu sais ce que ça coûte d'aller pendant 10 ans chez un psy? Bien sûr. C'est 70 balles par semaine. Donc, c'est pas loin de 300 € par mois. Tu multiplies ça. Oui, ça devrait être pris en charge en partie, en tout cas. Le protocole d'une femme qu'on offre, c'est 1 journée et 4 après-midi. Bon, après, elles peuvent rester dans l'association, mais globalement, le protocole d'aide pour une femme en soins de support chez Hope, c'est 1 000 € par femme. Si on nous aidait, si les mutuelles aujourd'hui nous aidaient, et ça serait énorme, on pourrait faire 10 fois plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre objectif d'ouvrir une antenne à moins de 100 km d'une femme malade en France, on pourrait le réaliser en très peu de temps. Il y a plein d'entreprises, des licornes qui aujourd'hui lèvent des millions. Des entreprises, t'es d'accord? T'en vois passer des millions. C'est facile pour des choses qui vont derrière être vendues. Pourquoi on nous aide pas, nous, les assos? Pourquoi nous, les assos, on est obligés de se battre? Et pourquoi nous, il y aurait pas un comment elle s'appelle l'émission là? Qui veut être mon associé? Pourquoi ça existe pas pour les assos? Qui veut aider mon association? Ok. Qui veut nous soutenir? D'accord. Parce que donner une association, ça permet de défiscaliser, mais ça rapporte pas d'argent. Alors peut-être qu'il faudrait qu'on réfléchisse. Mais en fait, je pense que c'est ça le problème, c'est qu'on est aujourd'hui dans une culture où comment faire plus d'argent au lieu de comment éviter des coûts. Oui, et c'est ça. Et en fait, c'est ça, tu l'as très bien dit. Mais si les gens comprenaient que passer dans des associations comme Hope permettait d'éviter des coûts d'antidépresseurs, de rechute, de récidive. Attention, hein, parce que il y a une fois un médecin qui a dit elle soigne pas le cancer avec ses chevaux. Le cancer a jamais soigné. Bien sûr qu'on ne soigne pas le cancer. On aide le mental à aller mieux en traversant la maladie. Et oui. Et quel est l'impact du mental sur la guérison? L'impact du mental, c'est 50% sur la guérison. Donc voilà. Mais t'imagines si demain on avait un processus où les gens se disent bah voilà, on va aider les associations comme on aide des startups. Voilà. Moi, aujourd'hui, s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent et qui nous entendent, pourquoi on fait pas une émission
qui veut aider mon association, ou des entrepreneurs disent, bah voilà, moi j'ai décidé de... Alors peut-être qu'on pourrait même trouver un schéma de fonctionnement, ou si des chefs d'entreprise doivent récupérer un peu leur mille, que quelque part on ait un schéma de rentabilité. Pour l'instant, c'est difficile de trouver pour une association une manière de fonctionner d'une manière pérenne, avec quelque chose qui fait rentrer de l'argent d'une manière pérenne. Nous, c'est aujourd'hui notre problématique. Aujourd'hui, on s'est dit, jusqu'à maintenant, on n'avait pas, à part les donateurs, de manière pérenne de faire rentrer de l'argent. Aujourd'hui, on s'est dit qu'on pouvait proposer quelque chose aux entreprises, c'était leur proposer un service dans lequel ils vont donner de l'argent à Hope, mais en même temps qui va leur servir et qui pourrait rentrer dans leur coût de formation. Genre, je suis une entreprise de 5000 salariés, j'ai un problème dans mon COMEX de 10 personnes, je veux faire du coaching. Eh ben nous, on va vous proposer une team building en équipe coaching. En équipe coaching, ouais. Chez Hope, avec nos chevaux, et vous pourrez peut-être défiscaliser une partie de ce qu'on va vous facturer. Donc, ça vous permet d'aider l'association, ça vous permet d'aider les femmes, ça vous permet de fédérer vos équipes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on met en place à partir de cette année et on espère que ça va fonctionner. Mais pour ça, c'est vrai qu'on a... Oui, c'est-à-dire que en fait, vous pouvez dire pour un team building de X personnes vendues, voilà, on peut aussi accompagner tant de femmes. Ah mais carrément. Là, allez, on va dire, je sais pas, dis n'importe quoi. Allez, on va prendre une team building d'une équipe de 10 personnes sur 2 jours. On va vous le facturer 10 000 €. Vous permettrez à l'association d'aider 10 femmes. Ouais. C'est pas mal quand même. Ah bah, c'est énorme. Quand tu sais que dans accompagner 10 femmes, une dans femme le sur processus 8, de guérison, voire 6 sera touchée par un cancer du sein. Et je parle que de cancer du sein. Quand tu vois les taux de cancer aujourd'hui qui ont notamment augmenté chez les femmes de plus de, je crois que 108% d'augmentation, un truc comme ça. Donc, c'est énorme. Mais tu vois, il y a encore, je trouve que au niveau des associations, alors, mon mari, il me dit, tu dois gérer ton association, et je me rends compte qu'il a raison depuis le début. Ce que j'ai pas fait, puisque j'ai fait avec des bouts de ficelle. Moi, au départ, j'étais pas, je suis pas une chef d'entreprise, mais je dois la gérer comme une association. Et je me rends comme une entreprise, tu veux dire? Comme une entreprise. Et je me rends compte de plus en plus que là, effectivement, je suis entourée de super personnes. Et là, je disais hier au fils, je disais, c'est marrant, quand je vous regarde toutes, je me rends compte que vous êtes toutes des leaders. Donc là, on commence à être 5-6 nanas et on est toutes des leaders. Ça, c'est génial de se rendre compte. Oui. Donc, je me dis, effectivement, on est en mode aujourd'hui entreprise et plus en mode associatif. Mais donc, ça veut dire que la suite devrait suivre aussi. Et peut-être qu'il faut qu'on trouve un moyen de faire rentrer de l'argent presque comme une entreprise et pas comme une association. Mais oui, de trouver ou peut-être de trouver un multimodèle économique. Un multimodèle économique, ouais. Je sais plus dans quel épisode on avait parlé de ça, où on disait ça m'intéresse. En fait, les statuts aujourd'hui d'entreprise ou d'association sont obsolètes et qu'il faudrait justement pouvoir créer des systèmes qui puissent avoir aussi bien le côté associatif que le côté complètement création de richesse en fait. Et aujourd'hui, ça n'existe pas. Ouais. Mais tu vois ça. C'est presque un sujet que devrait empoigner un gamin qui sort de HEC d'une grande école. Parce qu'il y a pas comme, par exemple, il nous manque des CRM au niveau associatif qui regroupent, qui proposent l'étendue de ce qu'on cherche, à la fois récolter des fonds, à la fois être en lien avec les équipes qui sont réparties dans toute la France. Il manque encore plein de choses au niveau associatif. Et c'est vrai que là, si l'équipe était plus importante, peut-être qu'on pourrait le faire, mais je pense qu'il y a encore plein de choses à faire pour que la frontière soit toute petite finalement entre le monde associatif et le monde des entreprises. Mais je pense que si des chefs d'entreprise m'entendent, on aurait aussi besoin de vos conseils. Voilà. Bien sûr. Et d'ailleurs, moi j'adorerais recevoir ton mari dans le podcast. Écoute. Voire même vous avoir tous les deux ensemble. Tu vois, on pourrait faire alors ça, tu vois, il m'a dit ça serait rigolo qu'une fois on soit invités tous les deux. Eh ben ouais, ça serait super. Écoute, il pensait peut-être que Mathieu Stéphanie le ferait. Mathieu, il a tellement de demandes en ce moment, mais
c'est marrant. Ah bah du coup, tu vois, peut-être qu'on peut lui proposer, mais on se dit parce qu'on a quand même deux personnalités très très fortes, très facile, tu vois forcément au quotidien parce qu'on est vraiment deux. Alors on pense complètement pareil, c'est-à-dire que quand on s'est rencontrés les deux, ça fait 27 ans. Olivier, il avait 21 ans lui, moi j'avais 26 ans, donc il voulait devenir businessman. Tout le monde me disait mais c'est qui ce gamin avec qui sait tout sur tout. Et en fait, aujourd'hui, il a quand même une entreprise de 10 000 salariés dans 50 pays. Et pour lui, cette notion de n'est pas possible n'existe pas. Et en fait, quand il lance un projet, il est pareil que moi. Il se pose pas la question de savoir si le projet il va avoir lieu ou pas. Le projet aura lieu. Ben oui. Il y a une en fait, il faut que ça soit non négociable, sinon il se réalise pas. Non négociable, voilà. Et ça, donc c'est marrant. Et on a en commun. Et il y a une fille de l'asso qui m'a le soir de la représentation au ministère qui me dit tu dois être fier de toi, c'est un bel aboutissement. Et en fait, j'ai tourné la phrase toute la soirée dans ma tête. Je me suis dit en fait, tu sais, même pas, parce que je suis déjà dans l'après. Ouais. Et je ne peux pas m'empêcher. Et en fait, pour moi, quand j'arrive à quelque chose, c'est jamais l'aboutissement de quelque chose, c'est le départ vers un nouveau projet. Et ça, je pense, par exemple, c'est ce qu'on a en commun avec mon homme. Ouais. Oui. Et puis, il y a aussi l'urgence de cette mission. Il y a l'urgence de cette mission. Et ce qui m'intéresse, moi, je pense, et je pense qu'Olivier, ça serait pareil, c'est plus que de réussir à monter un projet, c'est le chemin par lequel tu passes pour aller vers le projet. Ben oui. En fait, c'est tout ça qui est intéressant. C'est pas de dire, ça y est, moi, une fois que c'est fini, j'ai déjà envie de repartir sur quelque chose. Quand je bossais en télévision, quand on me disait en télé locale, tu peux proposer un projet, je le faisais pendant une année. Et après, je disais, mon Dieu, j'espère qu'ils vont me dire, crée-en un autre parce que je m'ennuyais, tu vois. Et en fait, je trouve que dans l'entrepreneuriat ou dans le monde associatif, ce qui est intéressant, c'est le chemin qui va t'amener vers ça. Mais je pense que c'est un peu propre de tous les entrepreneurs, non? Et puis, c'est surtout un peu la raison d'être du podcast. Ouais. Tu vois, c'est le chemin initiatique de l'entrepreneuriat. Et dans l'entrepreneuriat, moi, j'inclus les associations. Ça, alors je te félicite parce que ça, je trouve qu'on n'est pas assez, on n'est pas assez soutenu et mis en avant, justement, tu vois. On valorise beaucoup les chefs d'entreprise, c'est génial, mais comme je le disais, les chefs d'entreprise, très souvent, ils font appel à des gens extérieurs pour lever les fonds aussi. Et sinon, on pouvait le faire de la même façon, voilà. Et puis sinon, ils font appel à des clients. Enfin, je veux dire, c'est toujours pareil. L'argent, il rentre d'une façon ou d'une autre. C'est un flux. Donc, voilà. Non, mais en fait, tu sais, moi, ce qui me touche beaucoup et dont on parle souvent dans le podcast, c'est qu'on est dans une culture où il y a tellement de séparation entre la valeur de l'argent et la mission sociale et sociétale. C'est-à-dire, c'est comme si on devait toujours faire un choix entre les deux. Et le problème, c'est que ce choix, il est aussi en nous. Et très souvent, on est dans le sacrifice de notre intégrité parce que justement, on croit devoir faire ce choix intérieur. Est-ce que je fais de l'argent ou est-ce que je contribue? Oui. Ou alors même, enfin, je vais aller même plus loin, tu vois. Aujourd'hui, avec toutes ces politiques RSE, par exemple, nous, on a des entreprises qui nous appellent en disant, on a mis en place des plateformes pour la conscience de l'entreprise, donc comme tu le dis, pour la conscience de l'entreprise, pour aider et en fait, nous, on nous envoie on nous dit, bah voilà, quelle mission voulez-vous donner à nos bénévoles? Sauf qu'à chaque fois qu'on propose des missions aux bénévoles, qui sont censés le faire dans le cadre de leur entreprise, il se passe rien. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, on n'est encore pas capable de réunir. Je veux pas mal m'exprimer, mais je vais gagner de l'argent d'un côté, mais je peux aussi le faire d'une manière avec une mission aussi à côté. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment, on a voulu imposer ça
avec cette politique RSE, et je trouve qu'il est encore pas super bien intégré aux entreprises. Mais oui, mais ça c'est comme les quotas femmes, j'allais pareil, ouais. Comme les quotas, moi ça m'exaspère. C'est n'importe quoi. Bon, mais quand tu dis que ça fonctionne pas, qu'il se passe rien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a aucun bénévole qui pointe le bout de son nez? Eh ben jusqu'à maintenant, on a 2 plateformes qui nous ont dit OK, nous on a des bénévoles qui sont prêts à vous aider. On leur a dit OK, c'est quoi vos compétences? Est-ce qu'on peut vous donner là il y a Thierry Lhermitte qui vient la semaine prochaine, est-ce qu'on peut vous donner un petit flyer à réaliser? Est-ce que vous voulez nous aider à venir faire du rangement chez eux? Personne ne veut pas. Et on est relancé par la plateforme. On dit oui, nous on veut bien. On en parlait ce matin en réunion. Et donc voilà. Donc il y a plein de choses qui se mettent en place. N'empêche que c'est pas encore rentré dans les états d'esprit. Et c'est comme si on veut se donner bonne conscience. Donc on dit à nos salariés, vous pouvez aller aider des associations. Et sauf que dans la pratique, ça ne se fait pas. Où les gens. On en parle aussi dans l'épisode 22 avec Audrey Destan, qui est la fondatrice de Poppy. Et dans le podcast, elle dit que tous ses salariés ont leur vendredi après-midi de libre pour des projets associatifs. Mais est-ce qu'ils le font? Du coup, ils le font. Ils le font. Okay. Ils le font. Bon, je vais la contacter. Hein. Ouais, carrément. Donc il y a les 2 Audrey avec qui je peux te mettre en contact. Ouais, carrément. Ouais. Oui, ils le font. Elle en parle dans le podcast. Ça fait partie de la culture de l'entreprise. Ouais, c'est bien, mais tu vois, je pense que c'est encore pas, c'est encore pas véritablement acquis pour certaines entreprises d'une manière, vraiment, c'est pas, on se donne bonne conscience, on propose à des assos de les aider, c'est on s'investit réellement et on les aide. Alors là, il y a Piaget qui nous a mettre en place. C'est une femme chef d'entreprise. Ouais. Il dit ça, tu dis rien. Juste entre parenthèses, on s'est compris. De toute façon, on est dans une saison 100% féminine, tu sais, là, la saison 2. Mais alors, nous, on est beaucoup de femmes. Hein. Il y a Nicolas Chapin. Alors, moi, voilà, je voulais te poser cette question. Donc, pourquoi les femmes? Alors, parce que les hommes aussi ont des cancers. Alors, ce qui est très bizarre, c'est que on est pratiquement aidé que par des hommes au niveau de nos ambassadeurs, sauf Justine Hutto, Guilla Braoudé qui était marraine du gala cette année, et Élodie Fontan, je t'en parlerai puisque du coup elle devient marraine de l'association, donc tu vois l'actrice Justine Hutto aussi, j'aimerais bien l'avoir dans le podcast. Et Justine aussi, faut la choper. Ouais. Mais je peux te mettre en contact aussi avec elle. Pourquoi que des femmes? Parce qu'en fait on s'est aperçu que le seul homme qui était dans l'association, c'était Nicolas Chopin, qui a co-créé l'association avec moi et qui m'a soignée, moi, pendant mon cancer, que quand les femmes se retrouvaient entre elles, ça faisait pas 5 minutes qu'elles se connaissaient, qu'elles se parlaient de leurs problèmes intimes, de leurs cicatrices, qui les grattent, elles se montraient leurs seins, et qui se crée quelque chose d'immédiat, tout de suite, qui fait que si on avait un homme à l'extérieur, ça serait pas forcément le cas, puisque l'homme médecin, on le met quand même à part. Et puis, soyons concrets, on a eu une seule demande en 7 ans d'un homme. Parce que les hommes n'ont pas le même rapport à la maladie, parce qu'il y a un tabou autour de la maladie pour les hommes. Il y a un tabou autour de la faiblesse, en fait, quelle qu'elle soit. Tu sais, dans la comédie musicale, il y a des gens qui m'ont dit les hommes s'en prennent un peu plein les dents. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, j'ai aussi travaillé par rapport à ce que les femmes m'ont raconté. Et on était tellement nombreuses à partir toutes seules à l'hôpital, à préparer les Tupperware des enfants pour que le mari trouve la bouffe dans le frigo le soir. Je dis pas que les maris nous ont pas aidés, mais il y a un côté, je ne suis pas capable d'affronter cette guerrière dans le quotidien. Je ne suis pas capable d'affronter le fait de l'avoir dans un lit d'hôpital et d'être faible, que il y a beaucoup d'hommes qui ont déserté, et notre force, on la trouve toute entre nous. Parce que quand on va pas bien, quand de nouveau on a peur, c'est pas juste une petite caresse dans le dos de notre mari, ou même s'il nous serre dans nos bras en nous disant t'inquiète, ça va aller. Ouais, t'inquiète, ça va aller. Peut-être ça va aller. N'empêche que t'es pas passé par là, et que c'est beaucoup plus facile d'être
d'échanger avec une autre femme qui a vécu la même chose et qui sait pourquoi elle a la peur au ventre, que un mari qui a pas vécu ça, ou même qui a vécu ça. Hein. Il y a une des filles de l'assaut, il y a 2 des filles de l'assaut qui ont vécu ça avec leur mec. Je suis pas sûre que les choses se soient inversées quand elles sont tombées malades, tu vois. C'est pas le même rapport à la maladie. Nous, je pense aussi, c'est pas le même rapport au prendre soin. C'est pas le même rapport au prendre soin. Non. Je pense que les femmes, on est quand même beaucoup, on est formaté comme ça. Hein. Je veux dire, tu le sais très bien, tout est centré vers ton enfant et voilà. Et t'as ce truc de te dire quand tu vas avoir d'autres enfants, est-ce que je vais être capable de l'aimer autant que les autres, et cet amour qui se démultiplie. Et quand tu rencontres d'autres femmes dans la communauté, c'est pareil, tu te dis, voilà, est-ce que je vais être aussi capable? Et finalement, tu te rends compte que tu es capable de remplir ton cœur de toutes ces nouvelles personnes qui arrivent et voilà. Et oui, on est dans le soin. Voilà. Je crois qu'on est vraiment dans le soin et heureusement de toute façon, heureusement que les hommes et les femmes sont pas faits pareil, hein. Sinon, il y aurait pas d'intérêt non plus à vivre ensemble. C'est cette différence-là qui fait la richesse de nos relations aussi. Mais voilà. Pour répondre à ta question, pourquoi que des femmes? Alors après, pourquoi que des hommes? Alors, on a beaucoup d'hommes qui nous aident. Mathieu Stéphanie, qui est très, très actif. Là, il a présenté le gala cette année. Thierry Lhermitte, qui nous a dit ne pas pouvoir être parrain de l'association parce que Thierry, il est ambassadeur, parce qu'il est président de la parrain de la Fondation pour la recherche médicale. Là, on va avoir des gars qui sont des chefs d'entreprise, donc voilà. Justine Hutto qui nous aide aussi quand elle peut, parce que j'aimerais qu'elle puisse dire aussi le cancer, ça touche aussi des jeunes femmes. Et puis là, Élodie Fontan qui était au gala, qui a trouvé le spectacle tellement génial, et je lui ai dit, écoute, on a peu de femmes qui nous soutiennent. Beaucoup d'hommes, bizarrement. Est-ce que tu serais OK d'être la marraine? Et elle a dit banco, donc on se voit au mois de novembre pour voir comment on communique pour annoncer le fait qu'elle soit marraine. C'est une cavalière, c'est une comédienne, donc elle réunit aussi, comme Thierry Lhermitte, tout ce qu'il faut pour être la parfaite marraine de l'association, tu vois. Et les 500 femmes que vous avez accompagnées, j'imagine qu'il y en a certaines qui ont envie de contribuer à un moment donné, qui ont peut-être envie de rendre quelque chose. Alors, il y en a beaucoup. Il y en a. Et tu vois, cette année, on a fait une opération qu'on renouvelle cette année du 12 au 14 mars, qui s'appelle Charity. Tiens, ça, c'est une femme que tu peux interviewer. Tu connais pas Anna Cohen? Peut-être. Alors, ouais, Anna Cohen, elle a monté un truc, elle est responsable de Charity France. Charity, c'est une plateforme de récolte de fonds pour les associations. Et c'est ma meilleure amie Juliette Tunet J'aimerais bien que ma meilleure amie Juliette Tunet soit aussi interviewée dans un podcast une fois parce qu'elle... Non mais tu sais, en fait, on va faire une table ronde. Ça serait génial. Avec ton mari, avec Juliette, on va faire ça. Non, parce que tu vois, Juliette, c'est mon amie depuis 26 ans et elle m'aide presque depuis le début pour l'association, mais elle est réellement rentrée au sein de l'association il y a 3 ans. Et on a, moi, je suis la faux folle, les talons noirs qui galopent à 3000 à l'heure. Et elle est la cavalière qui me freine un petit peu. Elle monte pas du tout à cheval, mais c'est une image parce que Juliette, elle a fait une école de commerce, donc elle est beaucoup plus carrée que moi. Et des fois, j'aimerais bien que ce soit elle qui soit aussi interviewée, même si je suis la cofondatrice, parce que l'association aurait pas pris autant d'essor si elle avait pas été là ces 3 dernières années. Parce qu'elle m'a permis de restructurer l'association et elle m'a permis d'avancer en mettant toutes les bases, enfin, de reposer toutes les bases pour qu'elles soient solides. Parce que moi, je montais ça avec des bouts de ficelle, avec mon énergie, avec ma fougue, mais je suis quelqu'un de très bordélique. C'est peut-être ce qui fait mon charme, hein, mais voilà. N'empêche que je suis pas structurée. Et si j'avais pas eu Juliette dans l'association, elle me dit tout le temps, arrête de m'appeler co-directrice. Je suis pas co-directrice. Mais enfin, Juliette, si t'avais pas été là, l'asso, elle aurait pas pris cette ampleur. On est allé mais tu vois, je trouve que c'est depuis 3 ans. Mais c'est très important ce que tu dis, et je pense que c'est la force des associations. À fond.
Parce que quand tu es une association, il n'y a pas l'enjeu financier, il n'y a pas l'enjeu de payer quelqu'un pour faire quelque chose. Ouais. Et donc forcément, le point commun de tout le monde, c'est cette mission, c'est ce pourquoi, c'est cette motivation, cet engagement. Ouais. Et donc, peut-être que c'est plus facile d'aller chercher des gens et de t'entourer et de reconnaître aussi les compétences que toi, t'as pas. Et tu vois, et de constituer une équipe. Comme tu disais tout à l'heure, aujourd'hui, il y a que des leaders dans l'équipe. Mais quelque part, c'est aussi parce que c'est une association à mission que tu réussis ça. Et ça, c'est un très bel exemple inspirant pour les entrepreneurs et les entreprises qui ont souvent des difficultés, tu vois, à s'entourer, à déléguer un peu le pouvoir aussi, à reconnaître peut-être leur incompétence ou leur zone un peu plus de leurs points faibles, ou qui se freinent par l'enjeu de l'argent. Enfin voilà, je pense que c'est important de le dire. Une des clés de succès, c'est aussi ça, c'est aussi de dire je m'entoure de personnes qui ont des compétences autres que moi, qui ont un potentiel complémentaire au mien. Je m'entoure de leaders et pas d'exécutants. Complètement. Tout ça, c'est important. Ouais. Mais tu vois, souvent je me pose la question parce que effectivement, quand t'as une forte personnalité et que t'avances dans les projets, des fois je me dis j'espère que j'ai pas ce côté j'impose les choses. Donc je pose souvent la question à mes équipes. Et là, hier, quand il y a la nouvelle salariée qui est intégrée, il y a Sandrine qui est donc l'assistante de direction, directrice administrative de l'association qui bosse depuis 8 mois avec nous. Je dis, est-ce que tu es d'accord que dans le boulot, vous êtes ultra autonome et que je vous laisse travailler en autonomie? Parce que je dis, Aline, moi, je fiche des horaires que tu fais, peu importe la manière dont tu vas travailler, je te laisse l'entière responsabilité de travailler comme tu as envie de travailler. Et moi, c'est ce que j'aime dans notre association, c'est qu'aujourd'hui, j'ai en place des leaders à chaque poste. On a Cathy Châtelain qui est responsable de toute récolte de fonds sur la Haute-Savoie. Il y a Emeline qui vient d'À Chacun son Everest, Sejdal qui est responsable de la Maison Haute, qui va gérer toute seule la Maison Haute. Il y a Juliette qui travaille à la co-direction de l'association avec moi pour gérer l'ensemble des projets. Il y a Aline qui va gérer maintenant cette récolte de fonds. Et on est toutes, il y a aussi Florence Calu qui travaille avec Emeline sur la Maison Haute et les séjours. Et on est toutes des très très fortes personnalités. Alors je sais que des fois j'impose aussi des choses, pas parce que je veux les imposer, mais parce que je vais tellement vite que des fois on me dit des fois on galope un peu derrière toi. C'est pas dans le sens j'impose en force, c'est que des fois je me pose pas forcément la question. Voilà, là, tout à l'heure j'avais Florence au téléphone, elle me dit là tu veux faire un clip, tu veux partir en tournée. Anna, prenons du temps quand même de me demander à toute l'équipe et à toutes les optimistes de la comédie musicale si elles se sentent capables de le faire, si on fait 2 équipes, etc. Donc peut-être que des fois je vais trop vite et que je fonce et que je devrais demander plus l'avis des gens. Mais n'empêche que de temps en temps, je m'arrête en me disant, est-ce que j'impose trop de trucs? Est-ce que je peux avoir un côté dictateur ou pas? Parce que ça me stresse de me dire, tu vois, je voudrais pas que les gens se disent oui, parce que je prends de la place. Tu le sais, quand t'es dirigeante d'association, tu prends de la place. Forcément, si t'avances aussi, c'est parce que t'as une personnalité. Mais je m'interroge quand même souvent sur est-ce que j'en fais trop? Est-ce que est-ce que je laisse de la place aux autres? Est-ce que t'as la réponse? Ouais, alors je pense que je prends de la place, mais oui, mais les filles qui elles me disent non, t'empiètes jamais sur nous et tu nous laisses hyper autonomes et ça, c'est super agréable. Elles disent, c'est vrai que on peut avancer sans toi, t'es toujours là, même quand je suis en vacances, tu vois, même quand je suis en vacances, je coupe pas mon téléphone. Elles savent qu'elles peuvent me déranger tout le temps si elles ont des questions, mais je leur dis, prenez des décisions, vous avez pas besoin de toujours que je sois derrière vous pour vous dire oui. Ou que Juliette soit derrière vous. Aujourd'hui, vous faites partie de l'asso. On est une communauté et on est un comité de direction. Je suis pas toute seule. Donc voilà. Donc oui, je pense ou j'espère, mais après ça serait intéressant, tu vois, de les interroger aussi, les filles qui bossent avec moi. On peut les inviter à te faire un feedback aussi en t'écoutant là. Ouais, carrément. Carrément. Ouais, ça serait très intéressant. Très intéressant. Alors attends, je reprends un peu le fil de mes notes. L'équilibre entre le donner et le recevoir en tant que dirigeante, les difficultés à concilier l'intégrité et la croissance de l'association
et la notion de leadership par la résilience et le courage. Est-ce que tu aimerais ajouter des choses sur ces thèmes-là? Qu'est-ce qui aurait besoin d'être ajouté pour que ça soit complet? Sur la notion de leadership, sur la notion de... T'as dit un autre mot avant. Attends, c'était sur l'intégrité. Là. L'intégrité. Ouais, l'intégrité et la croissance. Pas tellement de problème par rapport à ça. La notion de croissance. Non, écoute, je crois que oui. Alors, non, après entre donner et recevoir. Voilà. Oui, parce que j'allais dire, dans l'intégrité, il y a aussi le donner et le recevoir. Hein. Ouais. J'ai plus de mal à recevoir qu'à donner. Ben oui, j'imagine. Voilà. Tu vois, je préfère faire des cadeaux aussi qu'en recevoir. Sauf quand on me donne des sous pour Hope. Et oui, mais c'est pas pour toi, c'est pour Hope. Ah non, mais des fois, j'ai tendance à dire, vous me donnez rien à moi. Je fais une fête, pas de cadeau, c'est pour Hope. Je dis à mon mari, je veux pas de cadeau, c'est pour Hope. J'ai du mal. Pourquoi? Parce que déjà, je trouve que la vie m'a gâtée. Alors, j'ai une copine qui, une fois, justement, Florence Cavic, me dit, non, elle dit, la vie t'a pas gâtée, c'est parce que tu décides de voir la vie comme ça. Il y a quand même eu un avortement thérapeutique, 3 cancers, voilà. Oui, en même temps, aujourd'hui, j'ai les moyens de bosser gratuitement depuis 7 ans pour mon association parce que j'ai pas besoin d'avoir un salaire à la fin du mois. Ça, c'est pas négligeable non plus. Donc, je me sens quand même gâtée puisque quand j'ai rencontré mon mari, on n'avait pas un radis quand même. Et qu'aujourd'hui, j'ai les moyens de pouvoir faire tout ça. Mais tout ça, vous l'avez créé ensemble aussi. Et ça, on l'a créé ensemble. Bien sûr, on a fait des choix de carrière. Quand j'ai arrêté le journalisme, il m'a dit, tu sais que si t'arrêtes, ça sera compliqué de revenir. Je dis oui, mais je veux pas élever mes enfants dans ce milieu. Donc oui, je fais ce choix-là et je suis sûre que je trouverai d'autres projets. Voilà. Donc ça a été des choix de vie. Après, de trouver un bon équilibre, peut-être que ma fille te dirait des fois que je vis un peu trop haut, et en même temps, quand des fois je lui dis, il me reste 1 an et demi avec la petite dernière, parce qu'après, elle part faire ses études, et je dis, quand je dis, mais des fois, t'aimerais que j'arrête? Pas du tout, maman, tu t'emmerderais trop. Donc, et puis, l'été dernier, c'était marrant parce qu'elle est venue, tu sais, on fait toujours un bilan à la fin d'un séjour, et elle est venue ce jour-là, elle montait son poney, et elle a écouté les femmes, pour remercier toute l'équipe et conclure le séjour. Elle dit, je savais que c'était bien ce que vous faisiez, et de l'entendre, c'était, tu vois, elle avait un peu les larmes aux yeux, voilà. Ouais. Donc, j'en ai des frissons. Ouais, voilà. Donc, je sais que mes enfants, ils sont super fiers de moi. Et puis, attends, c'est une femme, c'est une future femme. C'est ça. Ouais. Donc, c'est encore plus, c'est ça qui est puissant, c'est qu'elle, tu lui transmets cette puissance de sororité. Alors elle est déjà comme ça parce qu'elle a un rapport avec ma maman que j'ai inclus d'ailleurs dans la comédie musicale, qui n'a pas un cancer mais qui fait partie de la team parce que des moments elle anime des ateliers peinture. 78 ans, elle chante et elle danse sur scène, tu vois. Et Charlotte est très très proche de ma maman et du coup ça continue ce truc, tu vois, de sororité et de passage. Alors après, je suis pas sûre qu'elle aura envie de vivre dans le milieu associatif parce que elle se rend compte que c'est très chronophage, hein. Des fois, elle me dit, un peu ton téléphone ou au mois de février, quand j'allais pas bien, parce qu'au mois de février, l'année dernière, j'ai vraiment cru que j'allais devoir tout arrêter parce que je trouvais que c'était trop, tu vois, aller chercher de l'argent, monter le gala, soutenir tous les projets. J'ai eu un gros coup de blues. Et puis, je faisais beaucoup, beaucoup d'insomnie à cette période. Je suis une grosse insomniaque, moi. Donc, il y a des périodes où je dors mieux et des périodes où je fais vraiment des grosses insomnies. Et dans ces cas-là, j'ai tendance à voir tout en noir. Et Charlotte m'avait coupé les notifications de mon téléphone le soir de 20h à 6h30 du matin et le week-end. Elle m'a dit, maintenant, tu stoppes parce que c'est trop. Dit, tu vas pas arrêter ton association parce que ton association, c'est ta vie, mais il faut aussi que tu prennes un peu de temps pour toi. Donc ça, c'est pas forcément évident. En fait, ce qui est pas forcément évident, c'est quand ton job, c'est ta passion, d'arriver à mettre un stop de temps en temps. Et je me rends compte, même quand je suis en vacances, de poser des limites. De poser des limites. Et elle est là, ton intégrité. Hein. Peut-être, ouais.
Et alors, il y a une question que j'aime bien poser, moi, dans le podcast. Qu'est-ce que tu reçois de Hope? Oh là, tellement d'amour, tu vois. Tellement de... Oui, du coup, là, tu vois, moi aussi, comme... Ouais, je reçois énormément. Des fois, je pleure, mais d'habitude, je pleure un peu moins. En fait, quand tu donnes comme ça, en fait, si les gens comprenaient à quel point donner aux autres, c'est beaucoup plus satisfaisant que tout le reste, parce que c'est incroyable ce que en fait, même des fois de voir un de mes chevaux qui était pas prêt à faire de l'équithérapie, mais qui, de fait, sont devenus des chevaux d'équithérapie, donner aux femmes. Aline, qui vient de démarrer dans l'assaut, je prends cet exemple parce que donc elle a travaillé pour d'autres associations pour récolter des fonds, mais avant ça, c'était une groom, une cavalière de haut niveau, qui a eu un grave accident de cheval, qui aujourd'hui a un statut d'handicapé, qui a pas pu approcher les chevaux pendant 10 ans. Et quand elle a vu qu'on cherchait quelqu'un, elle est venue aux écuries à reculons. Ce jour-là, on avait un séjour avec des femmes. Et j'ai dit, écoute, elle me dit, je peux plus approcher un cheval. Je dis, si, tu vas approcher un cheval. J'ai demandé à Yannick, une de mes équithérapeutes, j'ai dit, tu vas prendre Magie, ma jument, qui m'a aidé moi, et tu vas aller faire une séance d'équithérapie avec Aline. Elle a pleuré pendant 2 jours. Elle a revécu tout son accident et elle dit, ça a été le déferlement d'émotions. Et en fait, ça, quand rien que des fois, j'ai pas besoin que les femmes, elles me disent merci, si tu veux. Mais des fois, rien que de les voir dans le rond de longe avec un de mes chevaux, se connecter, danser avec eux, avoir des étoiles plein les yeux ou des larmes d'émotion, voilà, c'est un truc de fou. Donc c'est indescriptible tout ce que je reçois de Hope. Alors après, oui, des fois, il y a des jalousies d'autres associations, voilà. Mais je pense que de toute façon, à partir du moment où on fait quelque chose, il y aura toujours des jalousies. J'essaye de passer outre et puis je m'en fiche. Mais tout ce que je reçois des femmes, des chevaux, de tout, tu deviens addict à ça, hein. C'est hyper ouais, mais je sens que ça vient vraiment toucher à... Je prends un mouchoir. En quoi c'est important la guérison des femmes? Parce que je pense que chaque femme qu'on voit, c'est égoïstement, enfin, humainement, je dirais, c'est notre miroir aussi. Tu vois, savoir que Lisa, là, est partie alors que il y a 2 mois, elle courait encore partout et que j'ai encore sa voix sur mon téléphone parce que elle était super active dans la comédie musicale. Chaque maladie nous renvoie à la nôtre aussi. Donc chaque femme qui guérit et chaque femme qui va mieux, c'est une part de nous-mêmes qui va mieux. C'est ça aussi, c'est la condition humaine, hein. C'est donc toutes ces femmes à qui on tend la main, qui vont mieux en sortant de chez Hope, c'est une victoire, c'est une victoire pour nous. Et puis c'est un peu de nous qui, ouais, moi je crois que chaque séjour, nous on adore faire les séjours, l'équipe de Hope, hein. C'est émotionnellement ça peut être difficile. Quand on ressort, on est très fatigué, comme les chevaux aussi sont fatigués. Mais en fait, on est presque addict à ça après. Emeline, par exemple, qui vient d'À Chacun son Everest, aussi, elle dit à chaque fois, elle a hâte de recommencer parce que ce truc de sororité tout ensemble. Tu vois, mes enfants, ils ont vu des ateliers, ils disent des fois ça fait un peu secte, mais non, c'est pas secte, c'est un partage autour dans le chant, dans la danse, dans tout. Et c'est pour ça, tu vois, là, il y a quelque chose de très profond que j'arrive pas à mettre en mots. Mais cette guérison de la femme, c'est quelque chose de très profond. C'est pas que par la maladie, c'est pas que parce que c'est miroir de notre maladie.
il y a quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Est-ce que tu le perçois aussi? Oui, non, c'est sûr, mais après, c'est peut-être la notion de vie, hein, tout court, tu sais, le fait que c'est guérir la vie, en fait. Ouais. On a écrit une chanson qui s'appelle Nana Maline et elle s'appelle Cancer du col de l'utérus, et on raconte dans cette chanson comment tu découvres que tu as un cancer, comment c'est important d'expliquer à ta fille à partir du moment où elle a ses ragnagnas qu'elle va devenir une femme, qu'elle va donner la vie et que elle aussi, quelque part, elle va transmettre tout ce qu'il y a de bien et de mal. Et cette chanson, elle nous bouleverse aussi à chaque fois qu'on la chante, parce que je pense que c'est ça, je pense que c'est ça, c'est une grande chaîne de vie. C'est vrai, t'as raison. C'est ça. En fait, c'est guérir, quelque part, c'est guérir le berceau de la vie. Ouais, c'est ça. Ouais. Et quand on guérit une femme, on vit sur Terre, quoi. Ouais. Et je pense qu'on a une force tout ensemble qui est phénoménale. Donc mixé à tout ce qu'on a en nous. Tu vois, quand on est tout ensemble, la danse, quand on danse avec les chevaux, on a un rapport à la terre. Et oui. Et en même temps, chamanique aussi, hein. Et complètement. Et il y a quelque chose de très, très spirituel quand même. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu parles des trans chamaniques, parce qu'avec la médecin qui me suit sur le sommeil, on va essayer les trans cognitives avec les chevaux. On voudrait expérimenter ça. Et il y a déjà des choses qui sont faites avec Corinne Sambrin, tu sais, qui voilà, qui avait fait le film en Mongolie. Tu l'as interviewée? Non, mais c'est celle qui a fait le film en Mongolie. Ouais, c'est génial, un monde à part. Un monde à part, ouais. Et du coup, il y a des formations sur les trans aujourd'hui qui sont faites, et avec la médecin du sommeil, on va expérimenter les trans avec les chevaux. Bah justement, aujourd'hui, il y a des études cliniques sur les trans cognitives et le cancer du sein, pour voir en quoi ça pourrait. Mais ce côté-là, tu vois, on en parle qu'entre femmes. Avec les hommes, on en parle. Et en plus, enfin, tu vois, là, je fais le lien d'un coup. Guérir le vivant. Et quoi de plus symbolique que le sein? Ah bah oui. C'est sûr. C'est incroyable, ouais. Ça, c'est sûr, ouais. Ouais. Donc, ce sein, ouais. Ben, moi, tu vois, j'enlève, ça fait 10 ans que ma prothèse m'en et donc, je me fais opérer le 5 décembre pour l'enlever et me remettre à plat. Donc, j'angoisse un peu parce qu'elle me fait mal depuis 10 ans et que il va falloir gratouiller la vilaine cicatrice qui doit être en dessous. Mais c'est une étape aussi. C'est 10 ans et chaque année, je me disais, allez, il faut que je finisse les reconstructions, que je mette la graisse, que machin truc. Et je l'ai jamais fait. Et là, je vais le faire. Donc, c'est une nouvelle étape pour moi quand même. Donc, pas la peur d'être à plat, je m'en fous, parce que je trouve que tu vois, ce sein et cette féminité, par exemple, moi, c'est quelque chose, j'ai pas été touchée dans mon intégrité par le fait qu'on m'enlève ce sein. Pour moi, la féminité, elle passe pas par ça. Elle passe par tout ce qu'on a dit avant. Le fait de donner la vie passe par cette sororité, par ce lien à la terre, et puis à quelque chose de spirituel. Je sais pas, pour moi, c'est tout ça, la féminité. Bien sûr, c'est la puissance féminine. Ouais. Et évidemment que c'est au-delà d'un organe, ou c'est au-delà d'une morphologie, ou. Mais tu vois, on a besoin de l'assumer, ça, en tant que femme. On a besoin de se reconnecter à ça, et on a besoin de l'assumer, on a besoin de l'incarner, on a besoin d'être soutenu dans cette puissance-là, et on a surtout besoin d'hommes qui assument aussi cette puissance. Et il y en a pas beaucoup, hein. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a, et j'espère que, enfin, si j'ai ajouté à tes intentions chose, ça serait aussi ça serait, même si Hope accompagne que des femmes, ben quelque part c'est aussi un message aux hommes, dire mais en fait on a besoin que vous soyez aussi dans votre puissance. Ah, complètement. Et d'ailleurs, nous on ferme pas la porte aux hommes, hein. Tu vois, côté suisse, les cliniques qui vont nous soutenir m'ont dit, est-ce qu'on peut proposer à des hommes? Je dis, bah essayons. Peut-être qu'on peut faire d'abord un groupe homme, un groupe femme, et puis un groupe mixte. Pourquoi pas? Ouais. Et voilà, mais
Je pense à Renaud Guérin, qui est venu dans le podcast, qui est devenu entrepreneur à un cancer. D'accord. Et qui aujourd'hui est devenu un expert du jeûne, parce que lui, c'est grâce au jeûne, en fait, qu'il a guéri. Donc voilà, ça pourrait peut-être être un homme qui se soutient. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Tient aussi Hope, ou qui fait partie des experts que vous accueillez dans vos séjours. Enfin, je sais pas, je lance ça comme ça. Il est pas du tout au courant que je te parle de lui. Mais bon, après, tu vois, Mathieu Stéphanie en tant que chef d'entreprise. Mathieu, c'était marrant parce que quand je lui ai demandé, il m'a dit OK pour faire partie du conseil d'administration, et en fait, il est vraiment ultra actif. Et puis cette année, je lui ai dit, en fait, je vois pas pourquoi je cherche quelqu'un pour présenter le gala, c'est toi qui dois présenter le gala. Et sa femme a eu un cancer cette année. Donc, vraiment 6 mois après avoir fait partie du conseil d'administration, il était lui-même touché, et du coup, il est vachement touché quand il voit le spectacle aussi, Mathieu, et c'est quelqu'un d'extrêmement sensible. Et Thierry, qui a pas du tout non plus ce côté chef d'entreprise, mais qui est un homme de cheval, a cette sensibilité où il peut pleurer aussi sur un truc à la con, tu vois, où on peut avoir, ça nous est arrivé, je sais plus qui on parlait, ou d'un truc avec des chevaux, de pleurer tous les deux sur des moments d'émotion comme ça que nous donnent les chevaux aussi. Donc, je pense qu'on est, j'espère qu'en 2023, on a dépassé un peu ce stéréotype de l'homme qui doit être fort, qui doit rien montrer. Enfin, au contraire, je veux dire, ils sont tellement plus puissants quand ils incarnent tout, en fait. Ouais, c'est clair. Exactement. Et tu vois, enfin, ça fait plusieurs fois que tu parles de Mathieu Stéphanie, et en fait, je crois que, je sais pas s'il sera un jour invité du podcast, mais je crois que ce que j'aimerais au fond, et quelque part je lui parle à travers notre je vous dirais d'écouter. D'ailleurs, c'est quand il a écrit un post en disant qu'il allait être présentateur du gala, je crois que c'est comme ça qu'on se connaît. Oui, c'est comme ça que t'as liké le post et tu m'as contacté, c'est tout à fait. Et donc, en fait, je crois que j'aimerais créer des interviews avec lui. Quel type d'interview alors? Un peu un mix de ce qu'on fait déjà. Lui aborde quand même aussi beaucoup plus l'aspect stratégique de l'entrepreneuriat. Et moi, amener aussi ce côté spirituel et peut-être profond. Enfin voilà, donc je lance le truc. Peut-être qu'un jour ça se fera. Ou pourquoi pas tu vois, vous interviewez tous les deux, toi et ton mari, avec lui, ça serait sympa. Bon, enfin voilà. Rigolo. Donc ça pourrait être rigolo parce que t'aurais le chef d'entreprise. Alors il va falloir qu'on se cale pour pas se couper la parole, hein, les trois. C'est ça. Entre Mathieu qui prend du temps des fois. Là, je lui ai envoyé un message parce que entre Mathieu, je me suis dit comment il va faire un truc de TF1 de 2-3 minutes. En plus, je l'ai vu, il avait un prompteur et je me suis dit, j'ai dit, tu sais quoi, chapeau, parce que comme il est extensible dans le temps et qu'il prend du temps, et c'est ce qui est agréable. Bon, moi, j'entends Mathieu Stéphanie tous les matins dans la salle de bain de mon mari, qui écoute les podcasts dans la salle de bain, dans la bagnole, sur son vélo. Donc, j'entends Mathieu tout le temps. Des fois, je lui dis, j'en ai marre de tout. Mais j'espère que maintenant tu vas entendre le podcast Vérité aussi, que ton mari va l'écouter. J'espère en général, il les écoute. Il prend le temps de les écouter. Ouais. Et donc voilà, je me suis dit, mais comment il va faire? Et en fait, je me dis, mais t'as hyper bien géré le truc court, le prompteur, la spontanéité et tout. Tu l'as vu? Il était top. Donc voilà. Mais je te mettrai en contact avec lui. Une interview à 3, ça peut être rigolo. 4 du coup. Alors, il y aurait Juliette. Non, je pensais à toi. Ton mari, c'est Olivier, il me semble, si j'ai bien entendu. Mathieu et moi. Ah oui. Ça va être interesting. 2 femmes, 2 hommes. On arrive à la fin de notre épisode, Annabelle. Ça a été très très riche, très émouvant, très inspirant. Je te remercie pour tout ça. Merci à toi. Et avant que je te pose les dernières questions pour clôturer, qu'est-ce que tu aurais besoin d'ajouter à cette conversation pour que tu puisses passer
les messages que tu voulais passer? Ben voilà, peut-être que ce que je disais tout à l'heure, qu'on soit plus... déjà, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont été présentes et qui nous ont soutenus au gala. Parce que c'était pas gagné. Et vraiment, mille merci. Je voudrais remercier toutes les optimistes et les équipes de Hope qui me soutiennent depuis 7 ans. Nicolas Chopin qui m'a suivi aussi dans cette folle entreprise. Mes amis à droite à gauche, mon ami d'enfance qui est responsable du bureau de Paris, toute mon équipe ici, que j'ai cité aussi tout à l'heure. Mais toutes les optimistes qui sont dans cette comédie musicale et qui nous font confiance depuis 7 ans. Et puis dire qu'à nous tous, on est une force de dingue. Donc voilà, là il va y avoir Charity, tu vois, ouais, parce que j'ai pas fini tout à l'heure sur Charity, mais l'année dernière, on s'est rendu compte de la force de la communauté quand on a fait cette plateforme avec Anna Cohen, ou de récolte de fonds, où chacun pouvait donner. L'idée, c'est de monter des équipes, finalement, de trouver des grands donateurs. Donc là, s'il y a des chefs d'entreprise qui nous écoutent, on cherche des grands donateurs pour doubler les dons des ambassadeurs et on monte des équipes. Il y avait une équipe canadienne, une équipe en Belgique, une équipe en France. Et au final, on a récolté 100 000 euros sur 3 jours avec près de 1000 donateurs. Wow. Pour la plupart, on les connaissait pas, mais c'était nos optimistes qui avaient monté leurs équipes. Et ça, c'était une force de dingue. Et cette année, j'espère doubler ou tripler le nombre de donateurs, même si c'est des tout petits dons. Et en plus, c'était ultra ludique et ça fédérait la communauté et on a eu une visibilité sur les réseaux de ouf. Donc s'il y a des gens qui veulent nous aider en tant que matcheurs, donc grands donateurs, s'il y a des gens qui sont des people qui veulent nous aider en créant des petits messages et en partageant nos posts. Et puis voilà, dire que ne jamais renoncer à ses projets et à ses rêves. Que suivre ses rêves, c'est faites ce que je dis tous les jours à mes enfants. Vous aurez gagné sur le chemin de votre vie beaucoup de temps si vous savez pourquoi vous vous levez le matin. Et savoir pourquoi on se lève le matin, même quand on a passé une nuit de merde et qu'on n'a pas dormi de la nuit, mais savoir pourquoi tu te lèves et ce que tu vas faire dans la journée et pourquoi t'es là, franchement, ça n'a pas de prix. Donc c'est ça. Peut-être aller jusqu'au bout de vos rêves et ne vous dites pas, je vais pas y arriver. Si, en fait, notre mental, il est ultra puissant. Je disais que je nage en eau froide. Je l'ai expérimenté, moi, qui étais une grande frileuse. Notre mental, quand tu lui dis quelque chose et que tu le conditionnes, il est capable de... Que, à mon avis, on se doute pas de la capacité de notre mental. Ouais. Oui, et puis, tu sais, moi, dans ma pratique de coaching, c'est tellement fréquent que finalement, les personnes n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs parce qu'au fond, ou leurs rêves, parce qu'au fond, elles n'ont pas pris la décision. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Et en fait, quand de toute façon, c'est comme si tu te dis, il faut que j'aille derrière cette porte, il y a un mur. Bon, tu vas trouver un moyen de franchir le mur. Oui, oui. C'est ça. Mais il y a des moyens de franchir le mur. Mais voilà. Tant que t'as pas décidé, et tant que cette décision n'est pas devenue non négociable, rien n'est possible. Et en fait, des fois, ça sert à rien de réfléchir 10 000 fois. Enfin, en tout cas, pour moi, la route la plus courte, c'est de dire j'y vais. Voilà. Oui. Et des fois, de vendre des projets avant même qu'ils existent, au moins, tu peux pas reculer. Exactement, tu peux pas reculer. Écoute, tu peux reculer. Oui, la comédie musicale au ministère. Oui. Ça. Écoutez, vous la prenez. C'est pareil, j'avais l'éditeur du livre avant d'avoir écrit le livre. Tu vois. Mais finalement, oui. Puis ça donne encore plus de sens à réaliser le projet. C'est ça. Donc voilà. Magnifique. Merci beaucoup, Annabelle. Merci à toi. Évidemment, dans la description du podcast, on va mettre tous les liens que tu me communiqueras, tous les liens qui sont importants, le site de l'association. Est-ce qu'on peut donner directement sur est-ce qu'il y a un lien pour les donateurs? Quand vous allez sur le site de l'asso, il y a un truc qui s'appelle Faire un don. Ça passe par Hello Asso. C'est hyper pratique. En 2 clics, vous avez donné et sans aucun problème. Et c'est le site de l'association, tu le dis comme ça? www.hope-association.com. Super. Et puis on espère te retrouver dans le podcast. Peut-être pour un autre format d'épisode.
quelle serait la personne que... Alors, on a évoqué plein de noms possibles. Mais maintenant, je sais peut-être, suite à la discussion. Ouais. Qui aimerais-tu entendre dans le podcast? Alors, puisque tu parles d'un homme avec beaucoup de spiritualité, du coup, je pense que Fred Lopez, il a ce chemin à travers son statut de journaliste, d'homme qui aime les rencontres, d'homme qui s'est pris des claques parce qu'il a trouvé pas toujours évident de devenir une personnalité médiatique, plus d'avoir monté une entreprise qui était voilà. Donc je pense que Fred, c'est quelqu'un qui pourrait, pour le coup, il a une vraie spiritualité. Je l'ai connu quand il avait 25 ans, donc on avait des discussions interminables où on refaisait le monde. Et puis je disais, mais où tu vas chercher tes questions? Il m'interrogeait sur ma manière, pourquoi je voulais faire de la télé, etc. Donc il rentrerait très bien dans le cadre de ton émission. Plaisir. Et il a un côté très féminin. Oui, et puis il est aussi bien entrepreneur qu'intrapreneur. Complètement. Et ça, j'aime beaucoup aussi. Ouais. Donc, avec grand plaisir de l'accueillir dans le podcast pour une prochaine saison. Voilà. Quand tu seras plus 100% féminine. C'est ça. Merci beaucoup, Annabelle. Merci à toi. Avec grande joie de continuer à suivre tes magnifiques projets et toutes les femmes que tu accompagnes. Allez, je t'embrasse et merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Restez à l'écoute pour découvrir des perspectives révolutionnaires et des conseils pratiques qui transformeront votre approche du leadership et du succès. À très vite pour cette saison 2.